Professeure en formation à la culture religieuse et directrice adjointe de la concentration en éthique et culture religieuse du baccalauréat en enseignement scolaire. Sociologue de formation et détentrice d'un doctorat en éducation comparée et en fondement de l'éducation. Elle s'intéresse aussi dans une perspective interdisciplinaire au lien entre religion, identité et construction des frontières entre les groupes majoritaires et minoritaires. Elle a déjà publié 2 ouvrages sur ces questions, Les écoles juives, musulmanes et Steiner, pluralité des voies éducatives, et École et religion, Genèse du Nouveau Paris québécois. Elle débute en ce moment, je pense, une recherche sur les fondamentalismes. La recherche FQRSC, c'est pas vraiment sur les fondamentalismes. J'en dirai un mot à la fin OK, parfait. de la présentation. Donc, Stéphanie. Merci, Martin, pour la présentation et pour l'invitation. Merci à vous, les participantes et participants, d'être encore ici en fin d'après-midi. Des fois, on voit en fin de colloque une sorte de désertion, mais ce n'est pas le cas, heureusement, aujourd'hui. Alors, on va poursuivre un petit peu sur la question de l'imaginaire qui est, je pense, importante dans la formation des groupes sociaux et des représentations collectives, mais en changeant de thème, disons, de façon assez importante. Alors, moi, je vais vous parler. Mon titre a évolué un petit peu depuis le résumé que j'avais soumis pour le programme, mais on va rester quand même dans le même univers concernant pas directement l'extrême droite, sinon la sensibilité de droite et le rôle des émotions sous l'angle de la laïcité. Alors, vous savez que depuis quelques années, plusieurs observateurs, analystes parlent d'une émergence de mouvements d'extrême droite, de droite au Québec, un phénomène qui est à la fois, disons, dans le passé récent, assez nouveau, mouvant aussi, et dont les contours restent encore à déterminer. La Charte des valeurs ou le projet de loi numéro 60, qui avait été proposé par le gouvernement du Parti québécois en 2013, est souvent présenté dans le débat intellectuel et politique comme un moment pivot dans cette éclosion d'une nouvelle sensibilité de droite dans les discours publics. Et cela, même si le projet de loi n'a finalement pas été sanctionné, comme vous le savez. Pour tenter de clarifier la construction narrative qui a été proposée dans la Charte des valeurs et de mieux en saisir les spécificités, je propose de l'examiner de manière comparative avec le rapport Bouchard-Taylor en 2008, qui marque sans doute l'autre moment clé, avant la Charte des valeurs, de l'explicitation politique d'un modèle de laïcité québécoise. Je vais changer la diapo. Alors, cette mise en parallèle permettra, je l'espère, de voir comment, à chacun de ces 2 moments, le problème social de la religion dans l'espace public a été cadré sur le plan à la fois descriptif, du diagnostic et normatif, du pronostic, si on reprend les catégories là, de Snow et Benford, 2 sociologues des mouvements sociaux. Ce faisant, nous porterons notre attention surtout à 3 indicateurs pour saisir l'évolution entre ces 2 moments-là, en 2008 et en 2013, la conception de la laïcité mise de l'avant. D'abord, la place ensuite occupée par le document qu'on va analyser sur le spectre des idéologies politiques de la gauche à la droite, et la prise en charge de la peur exprimée par une partie de la population, à laquelle on tente de répondre aussi de différentes façons. En conclusion, je discuterai brièvement des implications actuelles, à mon sens, de la Charte des valeurs et de mon projet de recherche dont on parlait un petit peu, Martin, au début, pour prolonger différents aspects de ce questionnement. Donc, malgré les différences qui les marquent sur le plan des auteurs, du contenu, du statut et de la réception sociale et politique, le rapport Bouchard-Taylor et la Charte des valeurs, le projet de loi numéro 60, présentent donc en 2008 et en 2013 les 2 premiers moments véritablement sur le plan politique où on articule un discours d'un modèle de laïcité québécois tel qu'il est décrit et souhaité pour l'avenir. Chacun de ces jalons articule ainsi une conception de la société, des rapports entre les droits individuels et collectifs, ainsi qu'une vision de l'avenir sous l'angle de la laïcité. Donc, c'est une façon de découper dans la réalité et de créer par l'imaginaire du réel aussi. Étant tous les 2 ancrés dans la société québécoise, on peut voir ces 2 moments comme exprimant la vision de mouvements sociaux présents
à différents degrés dans la population, qui se chevauchent encore actuellement, mais qui sont souvent opposés de façon un peu caricaturale sur le plan discursif. D'un côté, on qualifie plutôt une conception du rapport Bouchard-Taylor comme de libéral, et de l'autre, le projet de loi numéro 60 comme une initiative plus républicaine. Afin de mettre en comparaison les deux moments, je propose d'examiner dans le premier cas le rapport comme tel dans sa version intégrale, et dans le second, le document d'orientation qui pose les fondements normatifs du projet de loi de façon plus étayée que le projet juridique comme tel. Et donc, c'est ce document-là qui permet de trouver le plus, dans une version, disons, étayée, des arguments qui fondent la proposition déposée à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, nous considérons ces deux moments comme l'expression d'un cadrage politique de la question du statut de la religion dans l'espace public. Dans les deux documents, on se retrouve d'abord en face d'un problème social qui est cadré de manière passablement différente. Si dans les deux cas, le diagnostic inclut l'existence d'un certain décalage entre les perceptions sociales et la réalité, la portée et les incidences politiques de ce constat varient fortement d'un cas à l'autre, et dans la définition des enjeux surtout. Dans le rapport Bouchard-Taylor, qui suit de près la première crise, entre guillemets, des accommodements raisonnables, parce que, bon, on a vu à travers différentes analyses, dont celle de Maryse Potvin, que la crise pouvait être discutée sous différents aspects. La question des perceptions est centrale. Donc, dans le rapport Bouchard-Taylor, les perceptions sont centrales. Elles font partie à la fois du diagnostic du problème vécu, mais aussi de la solution. Alors, je vous ai mis une citation ici dans laquelle, finalement, le rapport mentionne bien que la vision négative des accommodements qui s'est propagée dans la population reposait sur une perception erronée. Et c'est donc sur ces perceptions-là que les commissaires tentent de travailler. Dans le document d'orientation du projet de loi 60, on note certes que le traitement médiatique a pu dénaturer dénaturer le mot utilisé, cette notion, et que l'usage populaire n'est pas toujours en harmonie avec la définition juridique des accommodements raisonnables. Mais plutôt que de se centrer sur les perceptions comme le fait le premier rapport, on veut plutôt, dans le projet de loi, intervenir pour encadrer davantage les pratiques d'accommodement qui sont jugées insuffisamment claires, comme je vous l'ai présenté dans la citation à la page 10. La vision de la laïcité, maintenant mise de l'avant à ces deux occasions, est intéressante à regarder de plus près parce qu'elle s'appuie encore une fois sur des repères fort différents. Dans le rapport Bouchard-Taylor, la voie d'avenir en matière de laïcité correspond à une vision juridique, essentiellement, de ce mode d'aménagement entre les religions et l'État. Dans la continuité des premiers jalons posés par l'analyse socio-historique de Micheline Milot en 2002 et des autres sociologues qui l'ont suivi, les commissaires la définissent à partir de deux finalités. L'égalité entre les individus, fondée sur les chartes des droits, et la liberté de conscience et de religion. Ainsi que par deux, ils appellent ça des structures institutionnelles, ou en fait des modes opératoires ou des moyens pour garantir les finalités qu'on a nommées avant, qui sont la séparation entre l'Église et l'État et la neutralité de l'État. Chez Milot, on ne fait pas cette distinction-là entre les moyens et les finalités, mais c'est une appropriation et une avancée, si on veut, qui est faite à l'intérieur du rapport Bouchard-Taylor et qui va être reprise par la suite dans Laïcité et liberté de conscience par McClure et Taylor, qui ont publié par rapport à ça. Donc, le document d'orientation de la Charte des valeurs prend quasiment le contre-pied de cette vision-là, en glissant plutôt vers ce que Ferrari appelle une conception narrative de la laïcité, qui associe surtout le concept, la notion, à certains récits qui circulent dans le discours social et qui mènent souvent à une certaine confusion avec la sécularisation, qui renvoie plutôt au monde vécu et non à la sphère politique. En ce sens, la laïcité n'y est pas définie comme un idéal régulateur de la diversité, au sens d'un consensus par recoupement, là, si on prend des termes en philosophie politique, mais plutôt comme une valeur qui va déterminer d'une certaine façon l'expression publique
acceptée et acceptable des religions. Alors, on dit dans la définition, la citation que je vous ai mise, les institutions doivent se situer au-delà des particularismes religieux pour assurer le bien commun. Et c'est ce qui percole dans l'ensemble du rapport. On parle aussi de se mettre au-dessus des religions pour créer un lien civique fort, comme si les deux étaient incompatibles. Alors, à rebours de la conception portée par le document, le rapport Bouchard-Taylor, le document positionne ensuite la neutralité de l'État et la séparation entre l'Église et l'État, non pas comme des moyens, comme le faisaient les deux commissaires en 2008, mais plutôt comme des finalités. Donc, il y a un glissement ici qui est important. Ce faisant, la liberté de conscience et de religion n'est plus considérée comme une finalité prioritaire. On en parle très peu, d'ailleurs, dans le document, et elle est, en fait, reléguée au second plan. Alors, enfin, on repère dans les deux moments analysés, ça, je pense que c'est quand même un élément assez important, la saillance de deux lectures de l'histoire de la laïcité, telle qu'observée par ailleurs par Guillaume Lamy dans son ouvrage sur le parcours de la laïcité au Québec, et que l'on convoque dans ce cas-ci pour justifier une continuité dans l'avenir de la perspective québécoise de la laïcité qu'on ancre dans l'histoire. Alors, l'une met l'accent sur le temps court de la Révolution tranquille, en insistant sur l'émancipation de l'État et de la société, de l'emprise du catholicisme. Et donc, on justifie, grâce à cette lecture-là de l'histoire, la suite d'un parcours qui vise à séculariser la société, pas seulement à séparer l'État de l'Église dominante. Et l'autre met l'accent plutôt sur le temps long, la tradition implicite de compromis, d'ouverture qui se serait installée dès la conquête anglaise en 1759-1760 par différentes mesures. Qui aurait visé la paix sociale en accordant toutes sortes de libertés religieuses, dont l'abolition du serment du test aux Canadiens français qui vivaient au Québec. Dans les deux cas, on cherche donc à s'appuyer sur l'histoire pour légitimer une lecture du présent et de l'avenir de la laïcité québécoise. Plusieurs analystes ont qualifié le projet de charte d'initiative de droite ou d'extrême droite, mais notamment dans les médias, mais sans nécessairement définir précisément ce que ce qualificatif permettait de désigner. Nous avons examiné les deux documents à la lumière de la définition proposée par Elie et Nadeau de la notion d'extrême droite. Et pour ces auteurs, l'extrême droite renvoie à une réalité bien spécifique qui se distingue d'autres notions voisines, telles que, par exemple, le populisme et la droite. On a entendu toutes sortes de définitions ce matin, cet après-midi aussi. Mais dans cette conception-là, le populisme référerait à une stratégie discursive, principalement, de mise en opposition des élites et du peuple entre guillemets. L'extrême droite se décomposerait en deux segments, l'extrême et la droite. Je trouve que ça peut être éclairant d'un point de vue théorique et même empirique pour l'analyse. L'extrême, ici, renverrait surtout au rapport à une idéologie, soit à une position rigide et dogmatique qui nierait la recherche de compromis, qui est au cœur de la démocratie libérale, tandis que la droite se définirait plutôt comme un contenu structuré autour d'une forme d'inégalitarisme. Alors, on retrouve aussi dans cette définition-là les principales composantes dont parlait Frédéric Boilly, mais qui les liait dans sa présentation. Alors, par exemple, entre les hommes et les femmes, entre les natifs et les immigrants, et à ce titre-là, on retrouve souvent dans le contenu de droite une certaine forme d'ethno-nationalisme dont parlaient différents conférenciers là, avant moi. Mais ce n'est pas forcément, de ce point de vue-là, une lecture qui serait d'extrême droite, mais plutôt de droite. Au vu de ces catégories, donc le rapport Bouchard-Taylor se situe définitivement plus à gauche du spectre idéologique en ce qu'il se fonde sur l'idée d'égalité des droits et des chances, notamment entre les Québécois d'ascendance française et les immigrants, entre les hommes et les femmes, entre les chrétiens et les membres d'autres communautés religieuses, ces marqueurs se trouvant subsumés par la Charte des droits fondamentaux canadienne et québécoise. Pour renforcer aussi l'égalité réelle dans la société québécoise, la plupart des recommandations de Bouchard et Taylor portent d'ailleurs sur l'insertion professionnelle des immigrants dans la société et sur la lutte aux inégalités et à la discrimination.
Dans le document d'orientation de la Charte, on se retrouve plutôt dans un positionnement de droite, mais ni populiste ni d'extrême droite au regard de la définition retenue. En effet, l'idéal de société qui est défini dans le document fait place plutôt à un anti-égalitarisme, au moins sur 2 aspects. La conception même de l'égalité et le nationalisme. D'abord, l'égalité se différencie de l'universalisme des chartes des droits à 2 niveaux. Dans le rapport entre les individus et les collectivités, et entre les femmes et les hommes. Bon. Sur le premier plan, la primauté des droits individuels doit être pondérée par ce qu'on appelle les valeurs collectives, parmi lesquelles on retrouve la laïcité comme valeur, la neutralité et la séparation entre l'Église et l'État. La discrimination comme expression légale, puis ça, je pense que c'est assez important d'un point de vue légal aussi, donc d'un bris d'égalité individuelle, est aussi relativisée sur la base de la variabilité des interprétations dont elle peut faire l'objet. Donc, on dit... je pense que je n'ai pas assez avancé. C'est ça. Alors, on dit... ce qui paraît discriminatoire à une personne ne jouit pas nécessairement de la même interprétation pour une autre personne ou même pour une autre institution. Alors ici, domine vraiment l'interprétation selon laquelle les accommodements seront considérés comme raisonnables dans la mesure et seulement si ils ne compromettent pas la valeur collective fondamentale de neutralité religieuse, ce qui, dans le contexte du document, invalide par avance la plupart des demandes possibles au nom de la liberté de conscience et de religion, qui se retrouvaient déjà reléguées au second plan par rapport aux autres valeurs dont on a parlé tantôt. L'égalité est donc définie, doit aussi être définie dans ce contexte-là, d'abord entre les sexes, avant de l'être entre les individus, par exemple d'appartenance religieuse différentes. Ainsi, si elles disparaissent sur le plan objectif des droits possédés entre les hommes et les femmes, les inégalités se déplacent entre les femmes, notamment selon qu'elles portent ou non des signes religieux, parce que comme vous le savez, là, j'ai pas remis les images ici, là, mais il y avait toute une imagerie des signes religieux qui étaient, bon, supposément ostentatoires, qui devaient être prohibés dans les services publics, tant du point de vue des prestataires de services que des usagers, et qui visaient, dans 3 cas sur 5, le voile, la burqa et le niqab. Le nationalisme présente aussi dans les orientations du projet de loi 60 les caractéristiques d'un anti-égalitarisme ethnique. Mais cela n'est pas considéré comme attentatoire au principe de neutralité dans la mesure où il serait l'incarnation des valeurs collectives. Alors, on dit l'affirmation de la laïcité ne devrait pas avoir pour effet de supprimer tout référent historique qui a une connotation religieuse et une valeur patrimoniale. Alors, suivant Nadeau et Elie, le projet de loi numéro 60 pourrait être pensé à l'image des pages Facebook qui lui ont été favorables, comme une forme de radicalisation au sens d'une opposition au sens commun, des décisions politiques à l'égard, des décisions ou des discours plutôt politiques, parce que ça peut mener à une sanction, à l'égard du religieux, si on adhère à une définition relativiste et évolutive du radicalisme, et que l'on compare la Charte aux autres décisions qui l'ont précédée depuis la Révolution tranquille. En fait, le changement, il me semble que marque véritablement la Charte, même si elle n'a pas été adoptée, on voit que ça n'a pas vraiment d'importance jusqu'à un certain point de ce point de vue-là, c'est de faire passer un discours qui se trouvait plutôt aux marges de l'espace politique vers le centre, en opérant une normalisation progressive de ces propositions, de manière à les intégrer graduellement au sens commun. Et même si ce n'est pas explicite dans les 2 documents, le cadrage de pronostic, c'est-à-dire la solution présentée au problème social identifié, dans les recommandations respectives que les 2 documents proposent, renvoie fondamentalement à 2 modes contrastés de prise en charge des émotions. Et je pense que ce n'est pas un aspect de la question à négliger. En particulier de la peur exprimée par une partie de la population. Selon Adloff, qui analyse l'émergence des mouvements fondamentalistes protestants aux États-Unis sous l'angle de la gestion de la peur, les émotions présentent souvent une forme de rationalité. Donc, ce n'est pas seulement irrationnel, en ce qu'elles peuvent influencer les cognitions. Elles peuvent donner lieu à des prises de position réelles, donc à des actions sociales concrètes, qui, elles, sont rationnelles. D'un point de vue existentiel, selon Adloff et d'autres sociologues, là, tels que Marcel Gauchet,
et la plupart des sociologues de la modernité, en fait, bien, cette peur-là tire son origine au départ de la modernité elle-même, qui est porteuse d'une nouvelle d'une nouvelle contingence associée au brouillage de sens, au brouillage des repères, à l'étiolement des liens communautaires et à plusieurs formes d'anomie. Et Adloff soutient que dans ce contexte, les mouvements fondamentalistes peuvent proposer une sorte de contrôle de la peur en cultivant de façon cognitive, évaluative et émotionnelle une aspiration à un sentiment de sécurité et en créant des zones de certitude. D'un point de vue sociologique, la peur ressentie socialement peut aussi être attribuée à une perte de statut réel ou imaginaire et ainsi à une perte de pouvoir, qu'elle soit réelle ou fictive, encore une fois, ou actuelle ou future. Et donc, il nous dit, lorsqu'on a peur de certains actants sociaux, ce n'est pas en raison des choses dont on pense qu'ils pourraient nous faire ou subir, ou qu'il nous a fait subir, mais plutôt en raison des choses dont on pense qu'il pourrait les faire ou qu'il les fera. Et en ce sens, la peur, ainsi définie, est vraiment une émotion anticipatrice basée sur des attentes quant à l'avenir. Donc, qu'il y ait une raison objective ou pas présentement d'avoir peur, c'est pas vraiment ce qui compte, c'est la crainte que ça arrive un jour. Ça peut être donc de différentes façons que ça peut se manifester sur le plan de l'identité, du travail, du statut, dans différentes conditions. Lorsque cette peur se cristallise autour d'un groupe social qui est considéré comme responsable, elle peut contribuer à une polarisation identitaire, naturellement. Le rapport Bouchard-Taylor, et c'est là qui est assez intéressant de voir que le titre même s'appelle « Fonder l'avenir ». Donc, on voit vraiment que la réflexion et l'importance de ne pas sous-estimer les aspects émotionnels liés entre autres à la peur a été tout de suite saisie de façon très, très significative par les deux commissaires. Donc, le rapport identifie très clairement cette peur chez une partie de Québécois associés à la majorité ethnoculturelle qui auraient ressenti ce qu'ils appellent un malaise identitaire, dans le contexte décrit comme la crise des accommodements. Ils disent qu'il en a résulté un mouvement de braquage identitaire, etc., qui s'est traduit par un rejet des pratiques d'harmonisation. Chez une partie de la population, le bouc émissaire est devenu l'immigrant. Mais les commissaires, ce qui est intéressant, c'est qu'ils tentent de désamorcer ces peurs en documentant les pratiques réelles sur le terrain et en confrontant les perceptions fantasmées, donc à une réalité qui est beaucoup moins alarmante. Et recommande aussi à la francophonie québécoise, à un moment donné, de tolérer une sorte de minimum d'incertitude identitaire, en disant, bien, il faut accepter qu'il y a une tension créatrice dans notre avenir. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout, mais essayer de composer avec l'incertitude, l'insécurité. Considéré sous cet angle, c'est surtout, je pense, sur ce plan que la Charte des valeurs se distingue fondamentalement des orientations du rapport Bouchard-Taylor. C'est en souhaitant, quant à elle, créer des zones de certitude, où le premier recommandait de fonder l'avenir sur le pari d'une incertitude qu'il appelait créatrice. Parce que dans la Charte des valeurs, dans le document d'orientation du moins, on dit « Le gouvernement croit que ce vide normatif est l'une des principales causes des tensions vécues ces dernières années. Et la solution proposée, c'est de resserrer les balises normatives en resserrant la définition de laïcité des accommodements raisonnables. » Donc, oui, bon, je vais finir avant ça. Donc, en ce sens, ce n'est pas seulement une manière d'appréhender la laïcité différente qui est proposée dans les deux cas, mais bien une nouvelle façon d'aborder les rapports sociaux dans l'avenir en faisant de la laïcité, je pense, en tout cas, il y a une volonté certainement d'en faire une nouvelle tradition, presque un nouveau mythe politique, qui en ce sens présente une certaine mise en forme religieuse. Là, on n'entrera pas dans les définitions de la religion, mais toujours est-il que ce mythe-là exerce une fonction explicative, si on reprend la définition de Julien Géry, fournissant un certain nombre de clés pour la compréhension du présent, constituant une grille à travers laquelle peut sembler s'ordonnancer le chaos déconcertant des événements et des faits. Cette construction narrative et cognitive présente ainsi des affinités avec les mouvements fondamentalistes analysés par Adloff aux États-Unis, en ce sens qu'ils construisent de la même façon un espace de sécurité pour juguler la peur. Que restait-il 5 ans plus tard, après la charte finalement morte dans l'œuf? Bien, beaucoup ont montré les effets délétères sur les rapports sociaux de ce projet-là, même s'il n'a pas vu le jour. Entre autres,
chez les minorités racisées. De mon côté, j'entreprends une recherche, donc FRQSC, sur les représentations de la population québécoise se réclamant comme majoritaire à l'égard du statut de la religion dans l'espace public et dans la société québécoise. Donc, je tente, quelques années après la Charte, de voir comment est négociée ou pas, ou est construite la frontière avec des groupes qu'on considère comme minoritaires, selon quels marqueurs et surtout comment ces perceptions sont justifiées. L'un des principaux, des aspects féconds de ce projet, je crois, c'est d'explorer la segmentation des peurs exprimées par la population selon différents milieux socio-économiques. Alors, par exemple, la crainte d'une perte de statut, si tant est qu'elle continue de s'exprimer, sera-t-elle appuyée sur les mêmes référents, par exemple, entre une personne dont les perspectives d'emploi sont très fragiles, qui se situe dans un contexte de précarité économique, et un médecin, par exemple, d'origine canadienne-française, qui se voit comme représentant de l'élite et puis qui crie dans le devoir. Alors, ça va être la question que je vais me poser. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Alors, nous allons prendre quelques questions pour Stéphanie sur cette très intéressante communication sur la peur, finalement, et comment cette peur-là est produite. Sinon, je vais en poser des questions à cette personne qui... Oui, Marc Imbeau, vous avez une question. Oui, il y a une diapositive là, qui m'a intéressé. Je reconstitue, vous me corrigerez là, si je me trompe. Après la Charte sur les valeurs, oui. Je crois que vous avez dit 2 ans plus tard, il y a eu la création de la Meute, il y a eu la création de d'autres organisations. Je ne sais pas si la Meute a été créée 2 ans plus tard, mais je sais que la page Facebook... la page Facebook. Et vous avez dit que, au fond, la Charte des valeurs avait permis de normaliser ou de légitimiser des idées qui auparavant ne l'étaient pas. Pouvez-vous revenir là-dessus et expliquer ça un peu plus en détail? Parce que je voudrais savoir si, au fond, il n'y a pas un mouvement là, de déplacement. Oui, un déplacement. Un parti, qui était le Parti québécois, qui est, au fond, un parti nationaliste modéré, même, on pourrait dire, très modéré, n'a pas, par son action même, favorisé l'éclosion, la normalisation d'idées, de comportements plus extrémistes qu'il ne l'était lui-même, en tout cas, quelque chose de genre. Je vous laisse la suite. Je vous remercie pour votre question. Je n'oserais pas me prononcer, là, surtout pas par rapport à un lien de causalité entre les deux, mais j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien de corrélation. Il y a quelque chose qui a été franchi, on dirait, comme limite. Ça, la plupart des sociologues, des analystes entendent là-dessus, je pense, dans la frontière un petit peu qui a été dépassée sur le plan du nationalisme identitaire ou d'une certaine conception de la laïcité plus stricte, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a un langage qui est devenu plus... qui s'est durci. Des groupes politiques qui ont ouvertement affirmé leur allégeance à ce type d'idéologie-là. Et il y a eu, parallèlement à ça, une certaine banalisation, je pense, ou une assumation d'un discours, sinon haineux, aux limites de l'acceptabilité sociale, comme l'a dit Denise Elie dans son article. Et puis, je pense qu'à partir de ce moment-là, bien, ça a donné une sorte ça a libéralisé, en tout cas, un certain espace de discussion, et puis ça a donné un langage, une terminologie, un univers conceptuel, ça fournit un univers conceptuel qu'a pu utiliser un certain nombre de groupes qui peut-être n'auraient pas osé se manifester de la même façon parce qu'ils n'auraient pas pensé peut-être recevoir le même accueil. Mais le fait est qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé de façon assez récente, qui n'est peut-être pas strictement lié à la Charte, mais il y a quelque chose. Moi, j'ai fait aussi un projet avec une collègue de l'Université de Montréal sur les représentations un peu de la frontière entre... la façon de définir la frontière chez des jeunes musulmans qui sont dans des cégeps francophones du Québec, mais surtout de la région montréalaise, pour voir comment, bon, ils
il voyait l'identité québécoise et comment ils s'identifiaient. Alors, avec toute la question des identités multiples par rapport au pays d'origine. Souvent, ils étaient soit de génération, de deuxième génération ou de génération 1.5, arrivés très tôt au primaire ici. Et là, bon, on étudiait cette question-là, mais au fond, sans que la question de la religion soit importante dans le projet, elle a surgi comme un élément, un marqueur assez important, et notamment le positionnement très fort par rapport à la question de la charte est devenu comme un terme, une base de positionnement assez importante pour presque l'ensemble des jeunes interviewés. Et visiblement, il y a eu une sorte de dégoût ou de repli, ou en tout cas de peur exacerbée là, chez ces jeunes-là, de voir... Puis c'est très exagéré de leur côté aussi, cette peur-là, je pense, par rapport à la réalité comme telle là, de ce que proposait le projet. Mais c'est certain que ça a eu des effets, je pense, des deux côtés là, dans l'imaginaire. Monsieur? Merci pour votre conférence, c'était très intéressant. Mehdi Ben Moussa de l'Université Laval en philosophie politique, spécialisé en philosophie politique arabe classique. Donc moi, c'est là-dessus que je travaille. Je vous ai déjà rencontré. On s'est rencontrés justement à la conférence de Mme oui. Elie, justement. Bon. Ma question, en fait, concerne, parce que vous avez travaillé en profondeur sur le texte, ce qui est toujours plus solide comme travail, donc c'est super. Donc, comme vous avez travaillé sur le texte, mon interrogation est la suivante. Il me semble que dans le rapport Bouchard-Taylor, et moi, je grandis à Québec dans un cégep francophone, donc la peur dont vous parlez, j'en suis familier. Quand il y a eu un certain événement l'année dernière à Québec, moi, il se trouve que je connaissais à la fois le bourreau et les victimes. Donc, c'était une peur jusqu'à ce que ce soit la réalité. Donc, pour mon cas, à moi, il s'agit de faits bien concrets. Et lorsqu'on parle de ces textes-là, c'est ce qui rend possible ce qui se passe ensuite dans nos vies. Donc, ce n'est pas une manière de remettre en question votre propos, c'est juste de dire que ce n'est pas toujours une peur et que ce n'est pas toujours exagéré. En tout cas, pas de notre côté à nous, comme on dit, nous. Donc, ma question est la suivante. Il me semble que le rapport Bouchard-Taylor initie quelque chose de nouveau au Québec. Le marchandage des droits des minorités, sur la base de la Charte québécoise des droits et libertés qui avait été votée en 1974, appliquée en 1975, avant la Charte canadienne, et qui a fait l'unanimité, qui a toujours été modifiée à l'unanimité. Pour la première fois, et c'est ça le nouveau dans la Charte québécoise, c'est ce qui était scandaleux. On ne le disait pas publiquement parce qu'on n'a pas accès aux plateformes, mais ce qui était scandaleux dans la Charte, c'est qu'on brisait le principe de la Charte québécoise des droits et libertés en la modifiant sans l'unanimité, ce qui voulait dire que n'importe quel autre parti politique arrivant au pouvoir aurait pu faire la même chose, ce qui voulait dire qu'on n'a plus de Charte québécoise, tout simplement. Et ce qui invalidait aussi toutes les dispositions qui sont à l'intérieur du même coup. Donc, il me semble, et je vais préciser, il me semble que la Charte ne fait que reprendre ce qui était déjà dans le rapport Bouchard-Taylor. Le principe de dire, nous vous octroierons le droit à l'égalité, ou en fait l'application du droit à l'égalité qu'on a déjà mis dans notre Charte mais qu'on n'a jamais appliqué. On parlera d'intégration, mais en échange, vous devez renoncer à certains de vos droits. Et c'est ce que fait le rapport Bouchard-Taylor. Il nous dit, vous devez renoncer à l'accès à l'emploi dans certaines catégories d'emploi qu'on catégorise de postes d'autorité, postes de pouvoir, peu importe le terme qu'on veut utiliser. Bref, vous renoncez à une partie de vos droits et en échange, on accepte de vous promettre d'éventuellement, peut-être, on verra, reconnaître un droit qu'on est supposé déjà avoir reconnu, mais qui n'est pas appliqué. Je vous demanderai de poser une question. Donc ma question c'est, est-ce que vous ne voyez pas dans votre lecture du rapport Bouchard-Taylor ce geste premier de dire on négocie sur la place publique sans les inclure dans la discussion des minorités? C'est-à-dire que dans le comité central... C'est une question difficile. Il n'y a pas de minorité. Oui, bon, OK, on va l'arrêter ici. Merci beaucoup pour donner l'occasion de répondre. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. Je pense que ce dont vous parlez, le devoir de réserve qui était proposé par le rapport Bouchard-Taylor à certains cadres de profession très, très précis, là, moi, je le vois personnellement comme une tentative de... Il était deux commissaires aussi, chacun avec leur vision du monde et leur positionnement politique. Puis il y a eu une volonté d'équilibrer beaucoup, des fois trop, les différences, les tensions dans les points de vue, notamment dans les consultations qui ont animé un peu partout dans le Québec, où des fois, il y en a beaucoup qui ont critiqué
le fait justement que les propos n'étaient pas assez régulés là, lors des séances de consultation. De la même façon, je pense que cette suggestion-là d'un devoir de réserve répondait à des demandes qui étaient quand même, qui étaient martelées par toutes sortes de groupes dans la population. Alors, ils ont voulu essayer peut-être d'équilibrer les choses en proposant une solution qui leur paraissait raisonnable. L'argument principal, je pense, pour les juges, dans mon souvenir, et c'était les juges et les procureurs et les policiers, c'était surtout que même si c'était la présomption même de partialité qui pouvait être dommageable dans l'œil de la personne, de l'interlocuteur, et c'était, je pense, un argument qui tenait la route, qui pouvait être critiquable, là, mais qui a été... Mais moi, je le vois comme vraiment un aspect pas marginal, mais quand même loin d'être central dans l'ensemble de la réflexion qu'ils ont menée. Et puis, je pense que par rapport à la question de la laïcité, c'est que c'est pas les premiers à avoir théorisé la laïcité non plus. Puis je pense que de mettre de l'avant les principes de liberté de conscience et d'égalité comme finalité, c'est plutôt de rappeler, de réitérer quelque chose qui est déjà présent, oui, dans la Charte, plutôt que de vouloir modifier la Charte ou de hiérarchiser ces droits-là. La séparation et la neutralité, à ma connaissance, c'est pas écrit dans la Charte non plus. Mais l'égalité et la liberté, oui. Et à la différence par rapport du rapport des demandes du Parti québécois, là, de vouloir changer, mettre le droit à l'égalité entre les sexes de l'avant, puis que ce soit présent, que ce soit prioritaire par rapport à d'autres droits de la Charte. Là, je pense que ça aurait plus représenté un glissement normatif, mais bon, on pourra en reparler. Merci beaucoup, Stéphanie.